أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج لقاء خاص، والتي نستضيف فيها السيد فلاديمير غلاسمان، الدبلوماسي الفرنسي السابق في سوريا وعدة دول عربية، وصاحب مدونة عين على سوريا في صحيفة لوموند، كبرى الصحف الفرنسية. مرحبا سيدي. مرحبا بكم. ما هو سر هذه العلاقة الخاصة بينكم وبين سوريا؟ Je crois qu'elle s'explique par le fait que j'ai eu l'opportunité dans ma vie de passer de nombreuses années en Syrie. J'y ai passé au total 12 années, réparties entre les années 70, au moment où j'étais étudiant en arabe à l'Institut français des études arabes, puis ensuite entre 84 et 88, où j'étais chercheur à ce même institut, et finalement entre 2001 et 2008, une période durant laquelle j'ai été conseiller à l'ambassade de France à Damas, en charge du suivi des questions de politique intérieure. والمدونة مدونة عين على سوريا في صحيفة لوموند التي تديرونها، ما هو مضمونها؟ Son contenu est fait d'articles qui visent à permettre à l'opinion publique française de comprendre ce qui se passe en Syrie. Il m'a semblé, au début des soulèvements populaires en Syrie, qu'il fallait aider notre opinion publique à comprendre ce qui se passait, non pas sur le champ, mais en revenant au passé, en arrière, parce qu'il était clair, au moins pour ceux qui connaissaient la Syrie, que ces événements étaient la traduction d'un mal-être, d'un mécontentement, d'une volonté de la population de récupérer un certain nombre de droits dont elle avait été spoliée, et c'est pour ça que le peuple syrien est sorti. J'ai voulu faire, à travers ce blog qui m'a été proposé par le journal Le Monde, j'ai voulu faire en sorte d'éclairer l'opinion publique en lui disant « Attention, n'interprétez pas ce qui se passe aujourd'hui comme si c'était un événement tout à fait... inattendu. Non, il y a des racines au mécontentement en Syrie, c'est dû à l'état d'urgence qui dure depuis pratiquement 50 ans, c'est dû à un malaise économique, c'est dû à la confiscation du pouvoir, c'est dû à une politique de la part de la famille El-Assad et de son entourage qui était une politique globalement sectaire. أنتم تتابعون الثورة السورية منذ اليوم الأول بدقة، وتوصيفكم لما يجري في سوريا فعلا يتصف بالدقة والقرب. كيف تنتقل الثورة من مرحلة إلى مرحلة وإلى أين سوف تصل؟ Pour moi, la révolution, dans son départ, était une révolution pacifique. Les Syriens ont voulu dire qu'ils en avaient assez d'un système qui pouvait arrêter des enfants à Daraa, les torturer, refuser de les rendre à leurs parents, et puis qui ensuite tirait sur ceux qui manifestaient leur mécontentement et qui tirait ensuite sur les enterrements et ainsi de suite. Et donc j'ai voulu dire cela. Il me semble que donc la révolution a commencé de cette manière-là. Et puis est venu un moment où la révolution a évolué. Les manifestants ont compris qu'ils ne pouvaient pas continuer à sortir pour dire ce qu'ils voulaient et qui étaient des demandes légitimes, comme d'ailleurs Bachar el-Assad lui-même a fini par le reconnaître. Donc ils ne pouvaient pas sortir puisque l'armée et les services de sécurité ouvraient le feu sur eux et les tuaient. Il est venu un moment où la révolution a compris qu'elle devait se défendre et pour permettre la poursuite des manifestations, un certain nombre de jeunes gens se sont chargés d'en assurer la protection pour repousser l'armée ou écarter l'arrivée des mukhabarat. Ensuite, évidemment, les choses ont fini par mal tourner puisque l'abondance des armes, la présence de gens qui n'étaient pas des véritables révolutionnaires mais qui avaient été relâchés des prisons ou qui ont voulu saisir une opportunité pour s'enrichir, pour se livrer à ce qu'ils savaient le mieux faire, c'est-à-dire à détrousser les gens, à voler, à piller, etc. Tout ça a perturbé la population et les choses ont empiré encore à partir du moment où le régime a relâché de ses prisons un certain nombre de djihadistes dont il savait très bien quelles étaient les opinions et quelles étaient les intentions, parce que c'était lui qui les avait emprisonnés et souvent c'était lui qui les avait envoyés en Irak préalablement après les avoir formés en Syrie pour perturber le jeu ou la volonté des Américains en Irak. والآن نحن في مرحلة داعش. Tout à fait. هل لم يعد هناك ثورة سورية أم أن هناك أشياء تغطي على وجه الثورة السورية؟ Je crois que la révolution syrienne se poursuit.
le gros problème, c'est que, en particulier dans nos médias, on a tendance à s'intéresser ou à se focaliser sur des choses qui offrent des images, et souvent des images fortes, surtout d'ailleurs, malheureusement, quand elles sont violentes. Mais ce qui est le quotidien de la vie des gens, on a tendance à l'oublier parce que ça ne fait pas l'objet d'un reportage, ou c'est difficile, il n'y a pas d'image, etc. Et je crois que le grand risque, effectivement, mais c'est peut-être aussi une voie dans laquelle le régime a poussé la situation, c'est que aujourd'hui on parle soit des violences du régime à cause des bombardements, des lâchers de barils sur des villes, sur des populations civiles, soit les massacres ou les exactions auxquelles se livre Daesh en égorgeant un journaliste ou deux journalistes, en assassinant des gens des tribus qui ne lui font pas allégeance, ou en crucifiant le cadavre de quelqu'un qu'ils ont préalablement exécuté. Donc malheureusement, ça fait des images, et l'opinion publique chez nous garde ça en mémoire, oubliant que de fait, il y a des gens, il y a des conseils locaux qui fonctionnent, il y a des différents organismes qui gèrent la vie dans les régions dites libérées ou globalement libérées de la présence du régime, comme à Alep, comme dans d'autres endroits. Il y a des conseils municipaux, la reconstruction a été tentée, ils ont reconstruit des écoles, on construit des hôpitaux, on relance l'enseignement. Donc tout ça cherche à se mettre en place, à se normaliser, mais évidemment ça ne fait pas l'affaire du régime qui vient et à ce moment-là bombarde ces nouvelles infrastructures, et puis ça fait peu l'objet de nos médias parce que ce n'est pas très aisé à couvrir. والإعلام اليمين واليسار يقع بنفس الخطأ في فرنسا نفس المشكلة؟ Non, pas de la même façon. J'aurais tendance à dire que quelques journaux, en particulier les journaux de gauche, Le Monde, Libération, Le Nouvel Observateur, je crois, ont une vue des événements qui est assez conforme à ce qu'elle est, de mon point de vue, bien évidemment. Mais je considère que d'autres quotidiens, comme Le Figaro, ont tendance à s'aligner un peu sur les positions du régime pour des raisons diverses, qui tiennent à notre opinion publique et à la difficulté qu'on a à comprendre ce qui se passe en Syrie, où globalement, surtout peut-être à droite, les gens ont tendance à dire soit Bachar, soit les terroristes. يعني هل نجحت استراتيجية النظام في تخويف العالم من الإرهاب؟ Je pense qu'elle a effectivement réussi, mais c'est contre cela qu'il faut se battre. كيف؟ En faisant valoir que, en fait, il n'y a pas un terrorisme en Syrie, mais deux. Celui du régime, qui est le plus grand terroriste, parce que c'est lui qui a tué pratiquement 200 000 Syriens, ou qui a entraîné les Syriens dans la catastrophe dans laquelle ils sont. C'est lui qui détruit les villes, comme on le voit avec les barils, comme on le voit avec les avions, comme on le voit avec toutes sortes d'armements lourds dont ne disposent pas les révolutionnaires. Et d'autre part, on a un deuxième terrorisme qui est celui de Daesh, de l'État islamique, et qui est effectivement un terroriste tout à fait condamnable. Mais à la limite, je pense que le terrorisme de Daesh, qui nous choque davantage en termes d'image, et peut-être parce qu'il est bâti sur une idéologie religieuse qui nous effraie, nous, en Europe, il est moins grave pour la population syrienne que celui de Bachar. Parce que Daesh a tué quelques milliers de Syriens, mais Bachar en a tué 10 fois plus. Et les conséquences, on le voit aujourd'hui, sont infiniment plus dommageables. هل هذا الاختلاف في المواقف هل ينعكس على مواقف الأحزاب الفرنسية؟ هل هناك فرق بين أحزاب اليمين وأحزاب اليسار؟ Je crois que l'ensemble des partis est aujourd'hui divisé. C'est-à-dire que dans chaque parti, vous avez des gens qui sont des partisans de l'ordre et qui pensent qu'il vaut mieux s'appuyer sur Bachar, qui évidemment n'est pas un très grand démocrate, et qui évidemment s'est comporté de manière tout à fait indigne dans la répression qu'il a menée, mais quand même qu'il est capable, ou il est peut-être capable d'assurer une stabilité dans une région qui nous est importante, parce que c'est le rivage de la Méditerranée et que c'est notre voisinage immédiat. Et que par ailleurs, aujourd'hui, ce qui se passe en Syrie attire vers la Syrie un certain nombre de jeunes gens dont on craint qu'après s'être formés au métier des armes et à l'utilisation des explosifs, ils reviennent chez nous pour s'en servir. Donc c'est ça qui divise les gens. Est-ce qu'il vaut mieux faire le pari de Bachar, ou est-ce qu'il faut faire le pari, non pas de Daesh, parce que ça s'est exclu, mais faire le pari de cette révolution dont on ne voit pas bien comment elle a évolué et comment aujourd'hui encore elle peut subsister. وهناك من
يبث لدى الفرنسيين فكرة بأن داعش خطر علينا، أما النظام السوري فهو خطر على الشعب السوري، وبالتالي النظام أسهل. Alors, c'est justement le problème. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, Daesh est un problème pour nous. Le régime syrien est un problème pour les Syriens. Et donc, entre les deux, on préfère traiter le problème qui nous concerne immédiatement, c'est-à-dire celui de Daesh, quitte à laisser le peuple syrien dans sa totalité otage d'un régime qui est prêt à en tuer 1 million si c'est nécessaire pour rester en place. Donc c'est ça la différence de point de vue. Le danger de Daesh, c'est pour nous, et le danger pour les Syriens aussi d'une certaine manière, mais moins que celui du régime. Le danger du régime, c'est pour le peuple syrien. شكرا، وسوف نتابع هذا اللقاء بعد فاصل قصير. أعزائي المشاهدين، نواصل هذه الحلقة من لقاء خاص بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من لقاء خاص، والتي نستضيف فيها السيد فلاديمير غلاسمان، الدبلوماسي الفرنسي السابق في سوريا وفي عدة دول عربية، وصاحب مدونة عين على سوريا في صحيفة لوموند، كبرى الصحف الفرنسية. أهلا بكم من جديد أستاذ فلاديمير غلاسمان. عقد في باريس، حيث نحن هنا الآن، مؤتمر للحرب على داعش. هل تحتاج داعش لهذا الجهد الدولي؟ 30 دولة والأمم المتحدة وجماعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، كل هذا من أجل محاربة داعش. هل داعش تحتاج كل هذا؟ Oui, je trouve votre question est très pertinente, parce que Daesh, comme je l'ai dit précédemment, nous terrorise. Il a été créé pour ça. C'est-à-dire qu'au moment où Bachar el-Assad a compris qu'il ne pouvait pas l'emporter sur la révolution syrienne par des moyens normaux, entre guillemets, c'est-à-dire par une répression raisonnée, il s'était forcé au même moment de faire naître des groupes dont il savait qu'ils nous tétaniseraient, c'est-à-dire qu'ils nous empêcheraient d'intervenir, ils nous empêcheraient d'agir. C'est ce qu'il a tenté de faire, d'abord avec le front de soutien, Jabhat al-Nusra, qu'il a délibérément laissé et auquel il a fait lui-même de la publicité dans ses journaux, en expliquant tout ce qu'il faisait, en mettant tout cela en lumière pour dire attention, regardez cette espèce d'épouvantail qui est en train de se créer. Parce que c'était son rôle. Il a créé cet épouvantail pour nous faire peur et pour dire vous ne pouvez pas intervenir parce que c'est moi ou lui. Et ce qui m'a frappé beaucoup dans l'apparition de Daesh en Syrie, c'est que Daesh est arrivé en Syrie à un moment où le piège du front de soutien n'avait pas fonctionné. Parce que le front de soutien est apparu en janvier 2012 à peu près. Il avait revendiqué des opérations, enfin il a revendiqué des attentats qui se sont déroulés à Damas un peu avant. Mais grosso modo, il a été créé à la fin de l'année 2011, début de l'année 2012, donc pour être cet épouvantail. Le régime a fait tout ce qu'il fallait pour lui donner beaucoup de visibilité et que tout le monde en entende parler, quitte à lui imputer des choses, des crimes qui étaient de fait du régime, comme ce qui s'est passé à Houla, etc. Donc on impute ça aux terroristes alors que c'est le régime. Bien. Donc il fallait faire cet épouvantail. Mais à la fin de 2012, il constate que tout ça n'a pas fonctionné, parce qu'au moment où les Américains, qui eux sont terrorisés, par la perspective de voir naître une deuxième Qaïda en Syrie, après ce qu'ils avaient tenté de faire, avec notre aide d'ailleurs, en Afghanistan. Donc, quand ils voient ça, les Américains mettent le front de soutien sur la liste des organisations terroristes. Et les Syriens sortent à ce moment-là en disant « mais nous sommes tous de Daesh ». Et le terroriste, c'est Bachar el-Assad. Ça veut donc dire que dans la population syrienne, ça n'a pas marché. L'épouvantail, oui, pour nous, il fonctionnait, mais il ne fonctionnait pas assez pour les Syriens pour que les Syriens se disent « oh là là, c'est terrible, il vaut mieux retourner dans le giron du régime ». Et c'est à ce moment-là, de manière étrange, qu'apparaît Abou Bakr al-Baghdadi qui s'installe et qui dit « non, non, de toute façon, le front de soutien, c'est moi, fais-moi allégeance, etc. » Bon. Donc, il m'a semblé, je n'ai pas de preuves là-dessus, mais je m'interroge sur ce calendrier, sur cette coïncidence entre cette arrivée avec un groupe qui, cette fois, n'a plus de limites dans son comportement et qui est prêt à se livrer à des actions
qu'aucun ouléma musulman ne peut couvrir. Et on le voit bien, les oulémas, dans leur immense majorité, et en premier lieu les oulémas syriens, regroupés dans diverses organisations, ont tous condamné les agissements de Daesh en disant ce sont des khawarij, ce sont des roulades, des extrémistes. On ne peut pas autoriser des choses comme ça. Et donc, eux, effectivement, sont devenus un véritable épouvantail, ce que n'avait pas réussi à faire Jabhat al-Nusra. Donc, si vous voulez, oui, la stratégie du régime a réussi en nous faisant penser que ce qui se passait en Syrie, c'était une révolte d'islamistes et de terroristes, alors que c'était une révolution pour la liberté et pour les droits de l'homme. الموقف الدولي فإذا هل تستحق داعش كل هذا الحشد الدولي للقضاء عليها؟ Je crois que la réponse apportée à la question, au problème posé par Daesh est une mauvaise réponse. Parce que on a d'abord beaucoup tardé à prendre la mesure de la dimension de ce problème, première chose. Et deuxièmement, cette apparition et ce développement est largement le résultat de notre inaction. Au début de la Révolution, quand les Syriens ont compris qu'ils allaient être exposés à des coups terribles de la part de Bachar el-Assad, qui voulait faire mieux que son père, qui avait tué 30 000 hommes à Hama et qui avait eu la paix pendant 30 ans. Il pensait peut-être qu'en en tuant 100 000 ou 200 000 ou 1 million, il allait avoir la paix et l'abad, pour toujours. Donc, il a voulu faire mieux que son père. Et donc, les Syriens ont compris qu'il fallait l'aide internationale, que sans notre soutien, au moins politique, diplomatique, économique et même militaire, ils allaient être livrés comme des moutons qu'on mène à l'abattoir. On les a écoutés, on a dit oui, vos revendications sont légitimes, votre révolte est légitime, on va vous aider. Mais concrètement, on ne les a jamais aidés, pour des raisons diverses. Certains disaient parce que cette opposition, elle est trop islamiste, d'autres disaient parce qu'il n'y a pas tout le monde dedans, d'autres disaient parce qu'elle est sectaire. Tout ça, c'était des prétextes. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'au moment où le Conseil national syrien a été créé à Istanbul, au début du mois d'octobre 2011, les Syriens sont sortis dans la rue avec des pancartes pour dire « le Conseil national syrien me représente ». C'est-à-dire qu'ils disaient « je reconnais la capacité du Conseil national syrien à parler en mon nom et à demander à l'extérieur de l'aide pour nous, comme l'aide dont ils avaient besoin ». On ne les a pas écoutés. On a écouté nos amis, on a écouté des gens qui venaient nous dire « non, 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 il y a des frères musulmans ». C'est terrible. Il y a trop d'islamistes, il n'y a que des sunnites, il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas d'alaouites, etc. Les Syriens savaient très bien ça. Quand ils sont sortis, le problème, c'est qu'ils n'ont pas dit on choisit ces gens-là pour nous diriger. On dit on choisit ces gens-là pour nous représenter, c'est-à-dire pour parler en notre nom. Et nous, on a voulu qu'ils les dirigent. C'est une erreur énorme. Il fallait les écouter puisqu'ils disaient ce que la population disait à l'intérieur, à condition que, effectivement, ils rapportent ce que la population demandait. Et donc, face à ça, et face à cette indécision, les choses se sont détériorées. Les révolutionnaires n'ont jamais eu le soutien dont ils avaient besoin. Ils n'ont jamais eu de manière suffisante et de manière assez prolongée pour qu'effectivement, ça soutienne le mouvement. Et donc, les choses ont dégénéré, la violence s'est installée, elle s'est répandue, et puis des groupes suspects sont apparus, des gens qui étaient sortis des prisons et qui ont mis une étiquette ici, je suis l'armée syrienne libre, mais qui n'avait rien à voir avec l'armée syrienne libre. C'était des voleurs, des coupeurs de route, des criminels, des bandits qui ont vu l'opportunité de profiter de la situation, qui avaient été relâchés précisément par les mukhabarat pour semer le désordre dans le pays. Et ensuite des islamistes qui, eux, avaient été de même relâchés pour provoquer ce reflux de la population pour qu'elle retourne dans les bras de Bachar el-Assad et qu'elle nous terrorise. Donc oui, malheureusement, elle a cette stratégie. Mais est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui de mobiliser tout le monde pour taper sur Daesh? À mon avis, non. Premièrement parce que ce n'est pas par des frappes aériennes qu'on réduira Daesh. L'imaginer, et excusez-moi, avec tout le respect qu'on doit aux très éminentes personnes qui étaient rassemblées, c'est de la stupidité. C'est-à-dire que Daesh a très bien compris. Dès à présent, ils se sont retirés de leur base, ils se sont répartis dans d'autres villes, dans d'autres villages, ils ont dispersé leur matériel. Et comment allez-vous taper dessus? Vous pouvez pas. Si vous le faites, les Syriens vont dire, mais alors, cette coalition, c'est comme le régime.
Le régime dit depuis le début, je tape sur vous parce qu'il y a des terroristes qui sont installés chez vous, des terroristes qui des fois ont 3 mois, 4 mois, qui sont des femmes, des enfants, des jeunes filles, etc. Donc ils vont faire la même chose, ils vont venir taper sur nous maintenant en disant parce que vous avez des terroristes, ils vont créer des milliers de victimes comme le régime finalement. Quelle différence? Donc cette stratégie-là va ne faire qu'amener de nouveaux candidats au djihad, des gens qui sentiront qu'il y a une énorme injustice à leur égard. Il se trouve que en Irak, le soutien que la population a apporté d'une certaine manière à Daesh était le soutien de la communauté sunnite, qui estimait qu'elle avait été maltraitée par le gouvernement de Nouri al-Maliki, ce qui est exact. Et la preuve en est que, au moment d'intervenir en Irak, les Américains ont exigé et obtenu qu'al-Maliki s'en aille, pour le remplacer par quelqu'un qui est censé mettre dans son gouvernement une meilleure représentation de la communauté sunnite. Quand je parle de la communauté, je ne parle pas du point de vue religieux, je parle de la communauté en tant que groupe social, composante de la population. Donc, qu'elle soit mieux représentée par des ministres et que, par ailleurs, les mesures qui soient prises soient moins pénalisantes pour les sunnites, afin qu'ils aient des droits comme l'ensemble des autres Irakiens. En Syrie, si on se contente de taper sur Daesh, comme maintenant les Américains ont dit qu'ils étaient prêts à le faire, de poursuivre les frappes pour arriver jusqu'en Syrie, on va se retrouver dans la même situation. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est dans la solution politique qui impose que le régime fasse des concessions, et s'il n'est pas capable de concéder et de compromettre, qu'il s'en aille. Voilà le problème. Donc, estimer qu'on va régler le problème en tapant n'aboutira à rien. D'autant que, à la fin de l'année 2013, lorsque les révolutionnaires, ou les rebelles, comme on dit, ont obtenu suffisamment d'armes, ce n'est pas le régime qui a réussi à repousser Daesh du nord de la côte, du Jebel al-Aqra, Jebel al-Turkman. Ce n'est pas le régime qui les a repoussés du gouvernorat d'Idlib, ce n'est pas le régime qui les a chassés d'Alep. Ce sont les rebelles. Ça veut dire qu'ils étaient prêts à le faire et qu'ils étaient capables de le faire, mais à condition qu'on les soutienne. Donc aujourd'hui, on est dans la même situation. Il y a énormément de Syriens qui sont prêts à se battre contre Daesh, parce que ça ne le représente pas. Pour eux, ils considèrent, de ce que j'entends, de ce que me disent mes amis, un peu de toutes les tendances, c'est un corps étranger. Donc ils peuvent se battre contre eux, mais à une condition, c'est que pendant ce temps-là, Bachar el-Assad n'en profite pas pour venir leur taper dans le dos, et que par ailleurs, on les aide suffisamment pour mener ce combat jusqu'à son terme, d'autant qu'ils estiment que ce sera peut-être pas nécessaire de le faire durer trop longtemps, parce que beaucoup de gens qui sont dans Daesh sont allés par défaut, parce qu'ils n'avaient pas d'armes, parce qu'ils voulaient se battre contre le régime, ils voulaient se venger pour ce que le régime avait fait en tuant leurs femmes, leurs enfants, détruisant leurs villes, leurs villages. On a vu ces photos de villes entières dévastées. Bon, donc ils voulaient faire quelque chose, ils voulaient se battre, ils n'ont trouvé à le faire que dans ces groupes, et ils sont persuadés que ces gens-là sont récupérables en grande partie et qui pourront les ramener vers eux. Et donc, ce n'est pas la peine d'aller taper sur Daesh et tuer tous les Daeshistes, comme on dit aujourd'hui. كل ما قلته يتطلب تغييرا في الموقف الأمريكي. كيف يمكن تغيير موقف السيد أوباما من القضية السورية؟ Ça, c'est un gros problème. Je crois que ça tiendra beaucoup aux capacités de persuasion de l'opposition américaine à Barack Obama. Et je pense que... الحزب الجمهوري تقصد. Oui. Je pense que le sénateur McCain, qu'on a encore entendu il y a 2 jours, interroger de manière assez forte le secrétaire à la défense, Chuck Hagel, et le général qui a été nommé, le général Dempsey, qui a été nommé pour diriger les opérations, était extrêmement intéressante. Il a montré, en les acculant par ses questions, qu'il n'avait pas de réponse à un certain nombre de problèmes qui vont inévitablement se poser. Et donc, il a montré qu'il y avait un grand état ou bien d'irréflexion ou bien d'impréparation, ce qui est fortement inquiétant alors que les choses s'annoncent. Mais pour le moment, je crois que la grosse difficulté, elle est là. C'est-à-dire, il faut que ça vienne des républicains, et puis que ça vienne aussi de l'opposition syrienne, qui redouble d'efforts pour les dire, attention, ce n'est pas le régime, comme Barack Obama l'a dit. Il a dit non à Bachar el-Assad et non à Daesh. Très bien, mais oui à qui? Or, c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'avant de partir à la guerre, on doit décider, en bon stratège, qui va en être le vainqueur. C'est-à-dire, qui va en profiter en Syrie? Parce que si on part sans préparation, c'est-à-dire si on tape sans avoir réfléchi,
ce sera le régime. Il faut préparer avant ces opérations tout ce milieu des opposants, des rebelles, qui cherchent d'ailleurs, on le voit, à se réunir et qui sont prêts à se battre contre Daesh. Et c'est peut-être pas d'ailleurs tout à fait innocent si tout le commandement de Harad al-Sham a été liquidé en ces jours-ci, parce qu'ils étaient sur le point de prendre la décision de participer. D'ailleurs, ils l'avaient déjà fait, mais de se battre contre Daesh. Donc, il faut créer ce milieu-là, il faut apporter ce soutien. Et je reviendrai, si vous me permettez, à la conférence qui s'est tenue ici à Paris lundi dernier. Je retiens principalement que François Hollande, dans son discours, a dit que c'était non à Bachar el-Assad, c'était non à l'État islamique en Irak, et qu'il fallait apporter un soutien par tous les moyens à l'opposition syrienne. Il a dit, je pense, l'opposition démocratique, c'est l'opposition nationaliste, c'est d'ailleurs grosso modo les Syriens qui ont un agenda syrien, qui ne veulent pas créer un État islamique en Irak et en Syrie, pardon, et qui ne veulent pas non plus d'un État tel qu'il était, un État assadien entre guillemets. هل يمكن تخيل أن يحصل صدام ما بين داعش وما بين النظام السوري كما حصل في الرقة؟ Je crois que ce qui s'est passé à Raqqa est une évolution de la stratégie du pire choisie par l'État islamique. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, après avoir trouvé des terrains d'entente avec le régime syrien, pour se partager pas les positions, mais pour savoir qui pourrait l'emporter ou qui pourrait attirer vers lui le peuple syrien. Bachar el-Assad par la peur des bombardements et l'autre par la peur de son comportement prêt à égorger. Je crois que l'État islamique a changé de stratégie. Il a décidé de nettoyer complètement un gouvernorat pour cette fois-ci créer véritablement le siège de son califat. Et pour cela, il fallait qu'il chasse définitivement les troupes du régime. Et donc il l'a fait. Le régime s'est comporté de manière assez étrange et on a des raisons de penser sérieuses que le régime a délibérément laissé des soldats se faire prendre par l'État islamique, se faire conduire comme des moutons dans le désert pour être liquidés de manière atroce, pour frapper encore une fois les opinions publiques et peut-être pour regrouper derrière lui l'ensemble de la population. Ce faisant, il a pris le risque de fâcher une partie de sa communauté, comme on l'a vu avec le mouvement Waynoun et des choses comme ça. Donc c'était un changement de stratégie de la part de l'État islamique. De la part du régime, il y a eu des répliques, c'est-à-dire que cette fois-ci, ils ont tapé plus sérieusement sur l'État islamique. Jusqu'alors, ils avaient fait semblant de taper sur l'État islamique, c'est-à-dire ils tapaient sur des implantations, ils tapaient sur des villages où il était, mais en même temps, ils tuaient plein de Syriens qui n'avaient rien à voir avec l'État islamique, qui étaient les victimes de l'État islamique. Et donc, cette fois-ci, le régime a été un peu plus sérieux. Mais, en même temps, on voit bien que ça ne mène à rien, parce que si les frappes de la coalition n'aboutiront pas à détruire Daesh, et au contraire lui amèneront des gens, les frappes du régime sur Daesh n'aboutiront pas non plus. Donc c'est de la simulation. Simplement, il veut nous dire, regardez, je peux faire quelque chose contre Daesh. Il faut se réconcilier avec moi. Il faut me coopter. C'est un discours qu'on ne doit surtout pas entendre. هل يمكن أن نتصور داعش تهاجم دمشق، تهاجم النظام في دمشق وتحاول إسقاطه؟ S'il en a les moyens, je crois que l'État islamique le tentera, mais il est sans doute maintenant dans une phase de défense, c'est-à-dire qu'il cherche à se protéger et donc ce n'est peut-être pas le moment de reprendre une progression. Mais le danger existe parce qu'il y a des unités ou des petits groupes de gens qui se réclament de Daesh et qui sont dans la périphérie de Damas. On les a vus intervenir dans le Khalamoun et passer ensuite à Arsal. Donc, c'est possible qu'ils cherchent à se manifester. Ils ont été chassés, je sais, par les autres rebelles de la région de Damas, mais ils peuvent revenir à un moment ou un autre, parce qu'il suffit de quelques hommes résolus, décidés, et qui décident de se lancer dans des opérations. Et si, de fait, au même moment, il y a des opérations contre eux de la part de la communauté internationale, prises, encore une fois, comme une agression contre ceux qui sont les victimes et non pas contre ceux qui sont les responsables de cette situation, ils vont recevoir la
l'appui d'autres Syriens. Mais il me semble quand même que pour le moment, leurs préoccupations dans les zones dans lesquelles ils sont déjà puissants, comme à Raqqa, Deir ez-Zor, et puis un peu dans le nord du gouvernorat d'Alep, c'est plutôt de consolider leur position, mais en dispersant au maximum leurs hommes et leur matériel, ce qui n'est pas très opportun pour se lancer dans de nouvelles opérations. لو أردنا تقديم النصح للسوريين لكسب الرأي العام الفرنسي، ماذا يجب على السوريين أن يفعلوا ليكسبوا الفرنسيين إلى جانب قضيتهم العادلة؟ C'est une question un peu difficile, parce que je crois que au début de la Révolution, il y avait des choses qui étaient possibles. L'opinion publique française était, je crois, à ce moment-là accessible. Elle pouvait entendre. Aujourd'hui, l'opinion publique française, ce n'est pas qu'elle se désintéresse. Oui, il y a du désintérêt, mais c'est parce que vous savez comment fonctionnent les opinions publiques. Les opinions publiques sont comme les abeilles. Elles butinent à une fleur et une autre, mais elles ont de la peine à suivre les choses dans le temps. Quand les choses n'évoluent pas, on a tendance à dire bon, c'est l'impasse. Et l'impasse, on se désintéresse de l'impasse. Même si jamais on ne comprend pas pourquoi c'est une impasse et qu'en réalité, ce n'est pas une impasse. Ça continue, mais il n'y a pas assez de choses qui apparaissent pour que ça mérite qu'on s'y intéresse. Et je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, dans l'opinion publique française, on est un peu désintéressé de cette question, d'autant qu'on a nos problèmes intérieurs, on a les difficultés du gouvernement qui nous retiennent, on a les difficultés économiques, on a maintenant la hantise que certains s'emploient à orchestrer de Daesh donc ça distrait l'opinion publique française. Ce à quoi il faut rajouter que depuis le départ, l'opinion publique française est divisée, traversée par ceux qui disent reprenant le langage du régime, la révolution, dès le début, est une révolution violente et c'est une révolution sectaire et donc on ne peut pas la soutenir. Et d'autre part, qui disent Bachar el-Assad est le protecteur des minorités, en particulier des chrétiens, puisque ce qui nous intéresse, nous comme Français, puisque vous savez que la France était réputée être la fille aînée de l'Église, donc ça nous intéresse particulièrement. Les révolutionnaires vont s'en prendre aux Alaouites. Donc Bachar el-Assad défend les minorités et il assure la stabilité. Ça, c'est un discours. Et il y a l'autre discours de ceux qui désespérément tentent de dire ce n'est pas vrai, tout ce discours est faux. Bachar el-Assad ne protège pas les minorités, il se protège derrière les minorités. Il agite les chrétiens pour dire, voyez, vous pouvez pas me frapper. Mais quand il a un opposant chrétien, il n'hésite pas à le mettre en prison. Quelles sont les nouvelles qu'on peut avoir aujourd'hui de l'avocat Khalil Matouk, qui est en prison depuis plus d'1 an maintenant? Et quel est son tort, lui qui a fait passer toute sa vie à défendre des gens victimes des violations des droits de l'homme dans son pays? Quel mal avait fait Michel Kilo avant d'entrer en prison? Quel mal avait fait un certain nombre d'autres personnes? Abdelaziz El-Khayer, quel mal a-t-il fait, lui qui est membre de la communauté même du président, pour être mis en prison sans qu'on ait de nouvelles depuis 2 ans maintenant? Et donc on a énormément de gens qui sont comme ça, qui sont des minorités, et qui montrent que Bachar el-Assad ne protège pas les minorités. Il se protège en se servant du paravent des minorités. Et d'autre part, ce n'est pas lui qui assure la sécurité de la population, comme tout le monde le voit aujourd'hui, puisque même au sein des Alaouites, les gens disent « mais tu ne nous protèges pas, tu envoies nos enfants à la mort, nos enfants reviennent dans les tombeaux pour que toi tu restes sur la chaise. Bon, qu'est-ce que c'est? Jusqu'où tu vas nous mener ?» Donc on voit bien que tout ça c'est faux. Donc face à ça, il faut dire, c'est la révolution qu'il faut entendre. La révolution, elle est le cri d'un peuple opprimé pendant 50 ans et qui a le droit de dire ce qu'il veut, du moment qu'il le dit de manière civilisée. Et c'est ce qui se passait au début. Les gens sortaient avec les mains en l'air en disant « on n'a rien dedans ». Ils sortaient avec des rameaux d'olivier. Ils offraient comme les non-violents à Daraa, ils offraient des bonbons, ils offraient des fleurs aux soldats en disant « on ne veut pas de la violence, on veut nos libertés, on a le droit d'avoir tout ça ». Et quand le régime prétend rapporter des réponses en disant « on va augmenter les salaires », vous vous souvenez ce qu'ont fait les manifestants en disant « Ya Oussana, Ya Sha'ban, Sha'ab al-Souri Moujou'an ». On n'a pas besoin de ça, c'est pas ça qu'on veut. On veut la liberté, on veut nos droits, on veut un peu de démocratie, etc. Donc c'est ça qu'il fallait montrer. Et un certain nombre de gens, chez nous, n'ont pas voulu le voir. C'est-à-dire que dès le départ, des gens ne l'ont pas voulu. Certains par intérêt, d'autres par ignorance, d'autres par méconnaissance de ce que c'était la Syrie. Et puis aujourd'hui, évidemment, c'est pour eux de plus en plus difficile, même à ceux qui sont sympathisants de la révolution et qui veulent soutenir les combats des peuples contre des pouvoirs dictatoriaux ou tyranniques comme celui qui est en Syrie. C'est difficile pour eux de comprendre aujourd'hui ce qui se passe. Parce que, encore une fois, nos médias, malheureusement, leur disent c'est Bachar ou Daesh. Et quand vous leur dites non,
Regardez dans la réalité ce qui se passe. Regardez ces milliers de Syriens qui se dévouent pour apporter de la nourriture dans les endroits qui n'ont plus rien, pour apporter des médicaments, ceux qui vont soigner en retournant dans leur pays, alors des fois qu'ils n'avaient pas mis les pieds depuis 10 ans ou 15 ans pour soigner, et qu'ils se font tuer par le régime ou par d'autres. Donc c'est ça qu'il faut mettre en relief en disant non, ça continue, le mouvement de révolution continue. Mais il appartient aussi à l'opposition syrienne à présenter un visage et à tenir un discours qui soit audible chez nous. C'est-à-dire que si jamais on les voit se disputer pour savoir qui va faire ci et qui doit faire ça et quel est le groupe qui doit prédominer au sein de... Alors qu'encore une fois, ce sont des représentants, ce ne sont pas des dirigeants. Donc s'ils se disputent pour savoir qui va diriger, qui va être le président, qui va être... Évidemment, l'opinion publique chez nous se dit qu'est-ce que c'est? Ce sont des jeux d'enfants. On ne peut pas, avec ce groupe, qu'est-ce qu'il va faire? Moi, je comprends bien que l'opposition syrienne soit dans une situation difficile. Parce que pendant 50 ans, il n'y a pas eu d'opposition en Syrie. Il y avait bien un front national progressiste, mais c'était pour amuser la galerie, c'était du trompe-l'œil, il n'y avait pas d'opposition, c'était les partis qui étaient à la remorque du parti basse, c'est tout. Et les partis de l'opposition, ils étaient soit en prison, soit ils étaient réduits au silence, comme le Rassemblement national démocratique. Donc il n'y a pas de vie politique. Les gens ont perdu l'habitude des campagnes d'opinion, de fonctionnement, des règles de fonctionnement des partis, des réunions, d'élaboration d'un programme. Donc tout ça, ils ne savent pas. Et puis chacun est devenu en soi-même un opposant, c'est un phénomène d'ailleurs assez étonnant. Chez nous, on n'a pas d'opposant individuel. Un opposant individuel, il n'est rien, parce qu'au moment des élections, il n'est rien. Donc, il n'est pas élu et il peut continuer à parler s'il veut. S'il a des moyens, comme certains candidats chez nous aux élections présidentielles, il pourra tenir son discours, mais il n'aura que 1% ou 0,2% des voix. Mais en Syrie, je dirais presque malheureusement, on a des gens qui sont des opposants individuels, qui ne sont d'aucun parti politique, mais qui se présentent comme opposants, et qui sont effectivement des opposants, sans comprendre que leur opposition, tout seul, ce n'est rien. Donc le moment, il est au regroupement. C'est-à-dire le regroupement, il est sur la base commune. Quel est le point commun de cette opposition? Sur quoi tous les Syriens sont d'accord pour se battre aujourd'hui? Et ça nous ramène à ce qui s'est passé à l'été 2011. Parce que la préparation du Conseil national syrien, annoncé à Istanbul, donc en octobre, début octobre, c'était le résultat d'un long travail. Vous vous souvenez qu'au préalable, des congrès s'étaient tenus dans différents endroits pour tenter de mobiliser ceux qui voulaient soutenir la révolution. Il y en a eu à Antalya, il y en a eu à Bruxelles, il y en a eu à Istanbul, il y en a eu ailleurs. Bon. Et un groupe s'est dit, mais on va en faire pendant combien d'années des congrès? Et donc il faut faire autrement. Et ils ont eu l'idée de se réunir pour faire un travail rigoureux, précis. Ils ont pris tous les documents qui ont été publiés par les différents congrès et ils ont dit quels sont les points communs. Ça, c'est le socle, la base sur laquelle on peut bâtir. Et c'est sur cette base-là que le Conseil national a été créé. Alors si aujourd'hui c'est insuffisant, peut-être qu'il faut revenir à cela, c'est-à-dire qu'on reprenne tout ce que disent les opposants de l'extérieur et les opposants de l'intérieur, sans les distinguer trop, alors qu'on sait que les opposants de l'intérieur ont une liberté de parole très limitée. Donc, avec les gens qui sont à l'intérieur peuvent aller jusqu'à une certaine limite, mais s'ils la franchissent, ils tombent sous les coups du régime, comme Abdelaziz Atraïa, ou bien comme le juge Raja El-Nasser, qui est un Assyrien et qui est un type de gauche certainement, mais qui a été sanctionné pour une raison qui nous échappe, peut-être pour donner un avertissement au comité de coordination, pour lui dire attention, méfie-toi, je suis là, je peux à tout moment te sanctionner. Donc il faut prendre tout ce que les différents groupes d'opposition ont dit, quelle qu'elle soit, et voir quel est le minimum commun sur lequel cette opposition peut s'entendre. Et sur cette base-là, réélaborer un programme en disant, voilà, là-dessus, on est d'accord, et c'est ça qu'il faut entendre. Et qu'ensemble, ils viennent et qu'ils fassent le tour des capitales pour dire, voilà ce qu'on est, voilà ce qu'on veut, voilà ce à quoi on aspire, voilà les moyens qu'on est prêt à mettre en œuvre pour y parvenir. هل سوف تواصل دعم حقوق الشعب السوري في الحرية والكرامة؟ Oui, bien évidemment, je ne céderai pas. Je pense qu'il faut aller jusqu'au bout parce que pour moi, le peuple syrien est dans son droit. Il avait une des revendications qui étaient des revendications que tout démocrate ne peut qu'appuyer. Et s'il y a eu des déviations dans la révolution, si la révolution s'est égarée et si elle a pris les armes contre sa volonté,
Et c'est trop facile de dire elle ne devait pas prendre les armes. C'est possible. Mais quand vous avez face à vous un sanguinaire, comme était le régime syrien, prêt à tuer 1 million de Syriens, comme l'a dit Jamil El-Hassan, si j'ai bien bonne mémoire, chef de Mukhabar al-Jawiyeh, et qui est prêt donc à aller jusqu'à ces limites-là, que vont faire les Syriens? On dit bon, donc on abandonne. Est-ce qu'ils ont droit? Après tout, c'est personne ne leur a imposé de faire ça. C'est eux qui ont décidé. Ils ont décidé de continuer. Eh bien, tant qu'ils décideront de continuer, moi, il me semble que de mon devoir de démocrate et de citoyen d'un pays dans lequel les droits de l'homme ont quand même une existence, même si jamais ils ne sont pas parfaits, je me dois d'apporter mon soutien à ce combat. سؤالي الأخير كيف ترون مستقبل الثورة السورية ومستقبل سوريا؟ Je pense que la révolution syrienne non seulement peut gagner, mais qu'elle finira par gagner. Ne serait-ce que parce qu'à un moment donné, on sera obligé, on l'est maintenant avec Daesh, d'intervenir et d'apporter un soutien à la révolution. Évidemment, si on prétend apporter un soutien en tapant uniquement sur Daesh, comme je l'ai dit précédemment, sans apporter le soutien à ceux qui, entre les deux extrêmes, représentent la masse de la population et veulent un changement pour arriver à un État pluraliste, etc. Si jamais on ne fait pas ça, évidemment, bon, on va se retrouver dans l'impasse et la révolution va continuer pendant un certain nombre d'années. Mais je crois qu'aujourd'hui, puisqu'on est obligé d'intervenir, il faut le faire de manière intelligente, c'est-à-dire en commençant par aider ceux qui sont susceptibles de faire cette lutte contre Daesh pour l'intérêt du peuple syrien et non pas pour notre intérêt. Parce que taper Daesh est peut-être dans notre intérêt, mais ce n'est pas dans l'intérêt du peuple syrien. C'est pas comme ça que les choses doivent se passer. Donc si jamais on le fait en concertation avec cette troisième partie qui est la majorité de la population et qu'on l'aide à elle-même à se prendre en main pour se battre contre Daesh et pour en même temps se protéger contre le régime, je crois qu'à ce moment-là, c'est la révolution qui va aboutir. À ce moment-là, il faudra bien que des choses permettent aux Syriens de se relancer comme État et donc de reconstruire. Et je crois qu'il est extrêmement important que dès à présent, les États démocratiques, et en particulier ceux du tour de la Méditerranée, parce qu'ils sont intéressés à cette stabilité de la Syrie, doivent penser comment on pourra aider la Syrie à se reconstruire. Il y aura des besoins qui vont se chiffrer en centaines de milliards de dollars. Et donc, pour cela, il faut que chaque État réfléchisse comment il va pouvoir faire, comment il va pouvoir apporter très rapidement ce qui est nécessaire. Parce que si on n'aide pas les Syriens tout de suite à se lancer dans des opérations de reconstruction, ils vont vouloir regarder vers le passé et vouloir se venger. Toi, tu m'as fait ça, donc je vais te faire ça. Tu as cassé ma maison, je vais brûler la tienne. Non, il faut leur donner la possibilité de reconstruire, de commencer à bâtir de nouveau leur maison et de se lancer dans un travail. C'est ça. Si jamais on ne fait pas ça, je crois qu'effectivement, on aura malheureusement, les Syriens auront de grandes difficultés à surmonter cette énorme épreuve dans laquelle ils ont été entraînés contre leur volonté pendant tant d'années. تلك كانت كلمة النهاية سيد فلاديمير غلاسمان الدبلوماسي الفرنسي السابق في سوريا وعدة الدول العربية وصاحب مدونة عين على سوريا في صحيفة لوموند الفرنسية. شكرا جزيلا لك. أعزائي المشاهدين، انتهى لقاء اليوم، نلتقي في لقاء مقبل.